En Guinée-Bissau, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce dimanche matin. Ils sont 760 000 électeurs appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ce scrutin pourrait mettre un terme à 3 ans de crise politique qui paralyse le pays. En Tunisie aussi, on manifeste contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté dans la capitale Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie voisine. Et puis un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines avec à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage qui effectuaient la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé ce dimanche matin, peu après le décollage. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Guinée-Bissau, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce dimanche matin. Ils sont 760 000 électeurs appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ce scrutin pourrait mettre un terme à 3 ans de crise politique qui a paralysé le pays. Voici les images. Les Bissau-Guinéens élisent ce dimanche leurs députés à l'Assemblée nationale. Quelques 760 000 inscrits sont appelés aux urnes de 7h à 19h GMT pour un scrutin à la proportionnelle à un tour, avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes des 21 partis en lice. Initialement fixé au 18 novembre, le scrutin a été reporté au 10 mars en raison des difficultés politiques et techniques, notamment dans l'enregistrement des électeurs. Les Bissau-Guinéens et la communauté internationale espèrent que ce vote permettra de sortir le pays de la paralysie née de 3 ans de crise politique. La crise au sommet de l'État a éclaté en août 2015 lorsque le président Vaz a limogé son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Jusqu'à la désignation en avril 2018 d'un Premier ministre de consensus, les travaux du Parlement ont été interrompus pendant 2 ans, empêchant le vote du budget et retardant encore le paiement des fonctionnaires, souvent à l'origine de grèves dans ce pays. Le PAIGC, le MADEM et le Parti du Renouveau Social espèrent chacun remporter le scrutin, le Premier ministre étant issu de la formation victorieuse dans ce régime parlementaire. Les premiers résultats sont attendus dans 48 heures. Au Bénin, la crise préélectorale née de la validation par la commission électorale d'une liste de candidatures où l'opposition est absente pour les législatives du 28 avril prochain continue de susciter des réactions. Après les formations politiques de l'opposition et la société civile, le Parti Rassemblement pour la Relève, la nouvelle force politique du pays, a convoqué ce samedi des assises nationales. On fait le point à travers cet élément. Depuis la volonté exprimée par le chef de l'État béninois que l'Assemblée nationale se réunisse en urgence afin de trouver une issue à la crise préélectorale en lien avec les législatives en République du Bénin, les réactions se multiplient. Qui pour appeler à la vigilance, qui pour proposer des pistes de solutions. Et parmi ces deuxièmes vagues figure le Parti Rassemblement pour la Relève, la nouvelle force nationale. Nous avons proposé en réalité 3 scénarios participants. Le premier, c'est relatif en réalité à l'abrogation des 2 lois, la loi portant code électoral et la loi portant charte des partis politiques. Le deuxième, c'est de revisiter ces 2 lois afin de pouvoir reformuler les articles qui sont colorés. Le troisième scénario, elle est relative à la prolongation de la date de mise en conformité des anciens partis politiques pour permettre à tous les amis de tous les partis politiques et même à la nouvelle force nationale de participer aux élections. Il a organisé des assises nationales à Cotonou, capitale économique du pays, avec comme participants les représentants de formations politiques, organisations de la société civile et différentes personnalités. Ces derniers y sont allés chacun de leurs propositions. La libération de tous les détenus politiques, la prise de loi d'amnistie pour le retour de tous les exilés politiques. Sébastien Adjavon, Léadi Vinagnon Soglo, Agossou Djenotin, Komi Kouché, Dossou Simplice, Léos Moubadi, etc. Toutes les lois votées en opposition aux exigences du peuple doivent être abrogées. Cette rencontre a donc accouché d'un communiqué final qui sera transmis aussi bien à l'Assemblée nationale qu'à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en République du Bénin. L'assise suggère donc le retrait de la décision de la Cour constitutionnelle relative au certificat de mise en conformité ainsi que la prise d'une décision de la Cour
pour clarifier les dispositions de l'article 242 du Code électoral. En Tunisie aussi, on manifeste contre un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté samedi dans la capitale Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie voisine. Les images. Le vent de liberté qui souffle sur Alger ravive à Tunis les souvenirs de l'euphorie de 2011, quand des milliers de manifestants avaient réussi à faire chuter la dictature. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté samedi à Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie voisine contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Algérie libre et démocratique égale Algérie en sécurité, pouvait-on lire sur une banderole déployée devant les manifestants. Une partie des Tunisiens s'inquiète aussi de voir l'Algérie voisine sombrer dans le chaos, à l'image de l'autre pays frontalier, la Libye, dont le conflit a eu de graves répercussions sécuritaires et économiques sur la Tunisie. On va en arriver à un point positif, Inch'Allah, et on doit exterminer ce petit problème qui a duré déjà 20 ans de cela. Donc ça peut tirer toute la région vers l'avant. Il y a déjà le précédent tunisien et puis il y a eu aussi des révoltes en Algérie. Mais cette fois, on reviendra jamais en arrière. Parce que c'est tout le peuple. Il y a une unité extraordinaire. Il y a une prise de conscience comme jamais auparavant. Une première manifestation de solidarité avec l'Algérie, qui n'avait pas été officiellement autorisée, avait été rapidement dispersée par la police à Tunis le 1er mars dernier. Les responsables tunisiens ont très peu communiqué sur la situation algérienne. Le président tunisien Bédi Caïd Essebsi a déclaré le 25 février dernier à Genève que le peuple algérien était libre de s'exprimer comme il l'entend sur sa gouvernance. Depuis le début de la contestation déclenchée par la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans et très affaibli, la diaspora algérienne a été particulièrement active, notamment en France. En bref, un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines avec à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage qui effectuaient la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé ce dimanche matin, peu après le décollage. L'annonce a été faite par la compagnie éthiopienne. L'appareil avait décollé à 6h38 GMT de l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba et perdu le contact 6 minutes plus tard. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exprimé dans un tweet ses profondes condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches sur le vol. Il faut dire que le Boeing 737-800 MAX qui s'est écrasé est de même type que l'avion, celui de la compagnie indonésienne Lion Air, qui s'est abîmé en mer en octobre dernier, 13 minutes après avoir décollé de Jakarta, faisant 189 morts. Au Cameroun, Edgar Alem Bengo, jusqu'ici présenté comme le fils intouchable de Paul Biya, a été transféré à la prison centrale de Yaoundé. Il a été écroué en compagnie de 3 anciens collaborateurs. Mais pour quelles raisons? Élément de réponse à travers ce reportage. C'est au cœur de la nuit du 8 mars 2019 que Edgar Alem Bengo, jusqu'ici présenté comme le fils intouchable du président Paul Biya, a été transféré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, selon ce document authentique. L'ancien ministre de la Défense et des Transports a d'abord passé quelques nuits dans une cellule du tribunal criminel spécial avant d'être placé en détention provisoire à la principale maison d'arrêt de Yaoundé. Il a été écroué en compagnie de ses 3 anciens collaborateurs. Et il s'agit du colonel Joël Mboutou, ancien attaché de défense du Cameroun au Maroc, de Massim Bangue, ex-conseiller technique au ministère de la Défense et ancien inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances. Et enfin, de Victor Emmanuel Meunier, directeur général adjoint de la Société camerounaise de banque. Ce haut fonctionnaire et ses anciens collaborateurs étaient auditionnés depuis plusieurs semaines au tribunal criminel spécial dans une affaire de détournement présumé de fonds publics et dans le cadre de l'affaire Madforce. Un tribunal fédéral de New York a rejeté la procédure initiée par les tribus Nama et Herero, originaires de Namibie. Ces tribus réclamaient réparation à l'Allemagne pour le génocide dont leurs ancêtres ont été victimes. Les détails.
Dans un jugement de 23 pages très argumenté daté de ce mercredi, la juge Laura Taylor-Swain a estimé que le principe d'immunité d'un État souverain bénéficiait bien à l'Allemagne, rendant la procédure en réparation pour génocide intenté contre l'Allemagne par les tribus Herero et Nama irrecevable. Les deux tribus cherchaient à obtenir une compensation de l'Allemagne pour le génocide de leurs ancêtres, dans ce qui était connu comme l'Afrique du Sud-Ouest allemande sous la domination coloniale de 1884 à 1915. Le territoire est depuis devenu la Namibie. Ce jeudi, le chef des Hereros, Bekwai Rukuro, a estimé décevant le jugement, tant pour son peuple que pour toutes les nations du monde qui défendent la justice pour tous. À Windhoek, les Namibiens ont réagi à cette décision du tribunal régional de New York. Je suppose que c'est assez juste parce que qui allait être indemnisé? Les personnes directement touchées sont toutes mortes. Les années ont passé. Cette affaire allait donc être conflictuelle car d'autres tribus qui n'étaient pas touchées voulaient s'en mêler. Les Juifs ont été indemnisés en Allemagne. Pourquoi les Noirs ne peuvent-ils pas être indemnisés? C'est à cause de la peau noire. De quoi s'agit-il? Nous avons juste besoin d'une compensation. C'est tout ce dont nous avons besoin. Des dizaines de milliers d'Hereros et quelques 10 000 Namas ont été tués entre 1904 et 1908 après s'être rebellés contre les Allemands qui les avaient soumis à un régime de privation et de spoliation. Ayant officiellement reconnu ces actions, l'Allemagne négocie depuis des mois avec la Namibie un accord qui pourrait contenir des excuses officielles et la promesse d'aide au développement en guise de dédommagement. Mais Hereros et Namas, qui n'ont pas été invités à ces discussions, avaient saisi la justice civile américaine pour obtenir directement de l'Allemagne des dommages et intérêts. Il faisait valoir que 2 des 3 exceptions prévues au principe d'immunité d'un État souverain s'appliquaient en l'espèce. La littérature africaine est en deuil depuis ce samedi. L'un des pionniers et célèbres plumes du continent, Bernard Dadier, nous a quittés à l'âge de 103 ans, laissant derrière lui une bibliothèque d'œuvres prolifiques et à succès, longtemps enseignées dans les universités et grandes écoles d'Afrique. Le célèbre écrivain ivoirien Bernard Dadier est mort samedi à 103 ans. Bernard Dadier détient à son actif une bibliothèque d'œuvres prolifiques dans laquelle il a abordé tous les genres littéraires, poésie, romans, chroniques, contes traditionnels et surtout théâtre. Né en 1916 à Assini, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, il se fait connaître dès 1934 avec une pièce de théâtre satirique, Les Villes. En 1950, il publie un recueil de poèmes engagés, Afrique debout, qui dénonce les relations de domination entre blancs et noirs dans l'Afrique coloniale. Son autobiographie romancée, Climbié, parue en 1952, est sans doute son œuvre la plus célèbre, également très critique vis-à-vis du colonialisme. En 1980, son roman Les jambes du Fils de Dieu remporte aussi un franc succès. Bernard Dadier a reçu 2 fois le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968. Homme engagé, Bernard Dadier fut aussi journaliste, homme politique et militant pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet engagement au sein du PDCI-RDA lui vaudra un séjour d'1 an en prison entre 1949 et 1950. Après l'indépendance, il a été de 1977 à 1986 le ministre de la Culture du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. C'est un pionnier et un géant de la littérature africaine qui s'en est allé. C'est sur ce carnet noir que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.